Tu devrais être reconnaissante, a dit papa alors qu'il me dépouillait de mon héritage en échange de 50 000 $. Ma main flotte au-dessus de la poignée de porte en laiton. Un métal froid, lisse, poli par des décennies de paumes qui ont poussé cette porte. Je devrais frapper. Je devrais m'annoncer, comme une fille convenable rentrant à la maison à 21h47, un mardi soir. Mais j'entends des rires à l'intérieur du salon. Le genre de rire coûteux. Le genre qui vient après le 3e verre de scotch, une bouteille qui coûte plus cher que le remboursement hypothécaire de la plupart des gens. La voix de mon père perce en premier. Riche, assuré. La voix qu'il utilise quand il est sur le point de conclure une affaire ou de ruiner la vie de quelqu'un. Parfois les deux à la fois. Une autre tournée, messieurs. Des verres s'entrechoquent. Des glaçons teintent. Le rire de Sloane suit, aigu et clair. Je connais ce rire. Elle le réserve au moment où quelqu'un est sur le point de se faire anéantir, sans même le savoir. Je l'ai entendu diriger contre l'avocat de la partie adverse, contre des infirmières qui lui déplaisaient, et contre moi, quand j'avais 19 ans et que j'étais assez stupide pour croire que mon diplôme en informatique impressionnait qui que ce soit dans cette famille. Je devrais partir. Retourner à mon appartement anonyme, avec ses meubles de seconde main et ses serrures qui fonctionnent, tenant tout le monde à l'écart, y compris les gens qui partagent mon nom de famille. Mais c'est alors que je l'entends. 3 mots qui ancrent mes pieds au tapis perçant sous mes semelles. Vente Cottage Rosewood. La maison de ma grand-mère. Le seul endroit de toute mon enfance où quelqu'un m'a regardé et a vu autre chose qu'une déception en cardigan. Je me penche davantage. La porte est vieille. Le joint, imparfait. Le son voyage. 20 millions. La voix de mon père a le poids d'une confession. De mauvaises affaires. Je pensais pouvoir les gagner. J'ai mal parié. Bryce Sterling prend la parole. Mon ex-petit ami. Celui qui m'a dit que j'étais brillante, juste avant de me dire que je n'avais pas l'étoffe d'une épouse. Sa voix a cette qualité mielleuse que les banquiers d'affaires cultivent. Douce, lisse, et totalement sans friction. Le cotage est estimé à 850 000 $. Vente rapide, papier en règle. Ma commission est de 8%. 160 000 $ pour moi. Assez pour couvrir vos obligations immédiates. Et Meredith n'aura jamais à connaître l'étendue du. Sloane rit de nouveau. Elle ne posera pas de questions. Elle n'en pose jamais. Elle signe tout ce que vous lui mettez sous le nez et sourit, comme un chiot reconnaissant. Ma poitrine se serre. Pas de surprise. De reconnaissance. Je pourrais arranger ça. Maintenant. Je pourrais ouvrir cette porte, entrer, et proposer de faire un chèque. 20 millions de $, ce n'est rien. Moins que rien. Aether System a réalisé 40 millions de $ de revenus, rien que le dernier trimestre. Et l'introduction en bourse commence demain matin, à un prix projeté de 84 $ par action. Mais je ne bouge pas. Parce que mon père parle encore. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle est trop stupide pour lire les petits caractères. Elle signera tout ce qu'on lui mettra sous le nez, juste pour avoir une tape sur la tête. Les mots atterrissent comme un coup de poing au sternum. Pas une gifle. Un coup. Le genre qui vous coupe le souffle et vous laisse à bout de souffle. Stupide. Elle joue avec des ordinateurs depuis des années, la voix de Sloane dégouline de mépris. Toujours pas de vrai travail. Toujours à vivre dans ce triste petit appartement. J'ai posté une vieille photo d'elle la semaine dernière, vous vous souvenez? De quand elle avait 19 ans? Les commentaires étaient brutaux. Tout le monde demandait quand elle allait grandir et trouver une vraie carrière. Au moins, la vente du cottage est propre. Bryce, encore lui. Toujours Bryce, calculant son avantage. Elle ne comprendra même pas ce qu'elle signe. Dites-lui simplement que ce sont des papiers pour le fonds en fiducie. Elle croira n'importe quoi. Ma main lâche la poignée. Il y a 3 ans, j'ai remboursé les dettes de carte de crédit de Sloane. 50 000 $ de dépenses en sac à main, week-end au spa et bouteilles de vin qui coûtaient plus cher que la voiture de certaines personnes. Je l'ai fait anonymement, par le biais d'une société écran, parce que je savais que si elle découvrait que j'avais de l'argent, elle n'arrêterait jamais d'en demander. Je pensais que je la protégeais. Que je les protégeais tous.
protectrice silencieuse. C'est comme ça que ma thérapeute m'appelait, avant que j'arrête la thérapie, parce que s'asseoir dans un bureau à parler de mes sentiments ressemblait à un aveu de défaite. Je protège des gens qui ne me protègent pas en retour. Je me sacrifie pour des gens qui voient le sacrifice comme une faiblesse. Ma grand-mère le savait. Elle a essayé de me le dire, assise dans la cuisine du cottage Rosewood quand j'avais 16 ans, m'apprenant à coder sur son vieil ordinateur de bureau qui mettait 5 minutes à démarrer. Tu vaux plus que leur approbation, Marie. Je ne l'ai pas cru à l'époque. Je voulais y croire, mais je n'y arrivais pas. Maintenant, debout dans ce couloir, avec les rires de ma famille résonnant à travers la porte, je sens quelque chose changer. Quelque chose de froid, de net et de tranchant. Ils ne se méprennent pas sur moi. Ils méprisent mon intelligence parce qu'elle menace leur contrôle. Je me retourne. Mes pas ne font aucun bruit sur le tapis alors que je redescends le couloir, traverse le hall, et sors par la porte d'entrée. Kaelen se tient à côté de ma voiture, sa posture militaire, malgré l'heure tardive. Il est mon chef de la sécurité depuis 3 ans. Il sait exactement qui je suis et ce que je vaux. Il n'a jamais rien dit à personne. Il ouvre la portière arrière sans un mot. Je me glisse sur le siège en cuir. La portière se referme avec un bruit sourd, comme un coffre-fort qui se scelle. Obtenez-moi les journaux d'audit de Scott & Partners, dis-je. Ma voix sonne différemment. Plus basse. Plus froide. Ce soir. Les yeux de Kaelen croisent les miens dans le rétroviseur. Pendant 3 ans, j'ai été la patronne polie qui dit s'il vous plaît et merci, et qui s'excuse quand elle lui demande de travailler tard. Il voit quelque chose de différent maintenant. Oui, patronne. Le moteur démarre. Nous nous éloignons du domaine, des gens à l'intérieur qui pensent que je suis trop stupide pour lire les petits caractères, trop faible pour comprendre ce qu'ils me font. Ils ont tort. Et dans 24 heures, ils vont réaliser à quel point ils ont eu tort. La suite du Four Seasons coûte $8 000 la nuit. Je ne suis pas ici pour la qualité des draps. Je suis ici parce que les murs sont insonorisés, que la connexion Internet fonctionne sur une fibre dédiée, et que personne de ma famille ne penserait à me chercher dans un hôtel qui exige une carte noire juste pour réserver une chambre. Il est 2h30 du matin. 3 moniteurs diffusent une lueur bleue sur le bureau en acajou. Chacun affiche une couche différente de l'infrastructure financière de Scott & Partners. Mes doigts se déplacent sur le clavier sans pensée consciente. Une mémoire musculaire issue de 10 000 heures de codage, se traduisant en commandes qui épluchent chaque transaction, chaque virement, chaque tentative désespérée de mon père pour couvrir ses pertes. Aether Systems fournit la cybersécurité à son cabinet. Depuis 2 ans. Il ne le sait pas. Il ne sait pas que chaque email, chaque dossier financier, chaque message paniqué à son comptable, transite par des serveurs que je contrôle. Il m'a traité de stupide. Je sors le premier document. Un dossier d'il y a 18 mois. Richard Scott représentant une société pharmaceutique contre un recours collectif. L'avocat de la partie adverse avait des documents, des témoins, l'avantage. Mon père a parié $6 millions sur un règlement qui n'est jamais venu. Il a tout perdu. Dossier suivant. Un autre pari. Une autre perte. Le schéma émerge, comme une fissure qui s'étend sur du verre. $20 millions partis en fumée. Partis. Pas volés. Pas détournés. Juste des décisions arrogantes et imprudentes, prises par un homme qui croyait que son charme pouvait l'emporter sur les faits. J'ouvre ensuite les dossiers financiers de Sloan. Son salaire de chirurgienne est substantiel. $280 000 par an. Cela devrait suffire à n'importe qui. Sauf qu'elle dépense $580 000 par an. Vêtements de créateur. Vacances de luxe. Une collection de vins dont chaque bouteille coûte plus cher que ma première voiture. Elle dilapide son argent depuis des années, utilisant les cartes de crédit comme si elles étaient déconnectées de la réalité, des conséquences. Je trouve le fil de discussion par email, enfoui dans son compte personnel. Objet, le problème Marie. Mon estomac se noue, mais je l'ouvre quand même. De Sloan à Richard, il y a 3 mois. Nous devons activer le distributeur familial avant qu'elle ne réalise qu'elle a des options. La réponse de Richard. Elle ne le réalisera pas. Elle est trop occupée à jouer avec ses ordinateurs.
Sloane, de nouveau. Le cotage est la bonne carte à jouer. Valeur sentimentale. Elle fera n'importe quoi pour le garder. On présente ça comme une aide pour elle. On prend ce dont on a besoin. Et on passe à autre chose. 3 mois. Il planifiait ça depuis 3 mois. Je fais des captures d'écran de tout. Chaque email. Chaque transaction. Chaque mensonge qu'ils se sont racontés sur qui je suis et ce que je vaux. Mon téléphone vibre à 3h15. Preston Vance. La seule personne, en dehors de mon équipe de sécurité, qui connaît la vérité. Tu devrais dormir, dis-je. Toi aussi. Sa voix porte cette tension particulière de quelqu'un qui a passé les dernières 48 heures à préparer le plus grand événement financier de sa carrière. L'introduction en bourse d'Ether est en passe de battre des records. Moins de 24 heures avant la cloche. Je sais. Vraiment? Il fait une pause. Je l'entends bouger. Il fait probablement les 100 pas dans son bureau. Preston ne reste pas assis quand l'argent est en jeu. Parce que si tu ne sépares pas légalement tes finances avant l'ouverture du marché, leurs dettes deviennent ta responsabilité. Le droit de la famille californien n'est pas ton ami sur ce coup. Les mots me frappent comme de l'eau froide. Je le savais. Quelque part dans mon cerveau, je le savais. Mais l'entendre énoncer clairement, entendre le délai compressé en heures au lieu de conséquences futures abstraites, rend la chose réelle. C'est grave à quel point, je demande. 20 millions de dollars de dettes contre 2,8 milliards de dollars d'actifs? Les créanciers viendront te chercher à la seconde où ta valeur nette sera rendue publique. Ils plaideront la responsabilité familiale, l'historique de foyer partagé. Tu passeras des années en litige, même si tu gagnes. Je ferme les yeux. Les moniteurs dessinent des ombres bleues sur mes paupières. Sauve-les, ou sauve ton empire, dit Preston. Tu ne peux pas avoir les deux. Je les ai sauvés toute ma vie. Paiements anonymes. Arrangements discrets. Des problèmes qui disparaissaient avant même qu'ils sachent qu'ils existaient. Et ils me voient toujours comme stupide. J'ai besoin d'un acte de cession rapide, dis-je, pour le cottage Rosewood. Ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'une renonciation complète à toute séparation financière. Chaque future réclamation, chaque responsabilité potentielle. Peux-tu l'enfouir dans le jargon? Page 7, paragraphe 3. Fais en sorte que ça ressemble à des documents de charité standard. Preston se tait. Quand il parle à nouveau, sa voix a changé. C'est la politique de la terre brûlée. C'est de la survie. Ils le signeront sans lire. Tu sais qu'ils le feront. Je compte dessus. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je peux presque l'entendre peser l'éthique contre la nécessité, l'obligation familiale contre les mathématiques froides de la préservation de la richesse. Les attributions d'actions de l'hypo pour les amis et la famille, dit-il finalement, si tu inclus la renonciation, ils perdent tout. Combien? 1,5 million d'actions au prix d'ouverture projeté. Si nous atteignons 84 $ par action, cela fait 126 millions de dollars. Si l'action performe comme je le pense. Il laisse sa phrase en suspens. Je fais le calcul instantanément. Si l'action quadruple, comme des introductions en bourse similaires l'ont fait, si Ether System prouve ce que je sais qu'elle peut prouver, la renonciation s'élève à 500 millions de dollars. Il voulait voler la maison de ma grand-mère pour 850 000 $. Je suis sur le point de les laisser signer un document qui leur fera perdre 500 millions de dollars. Rédige-le, dis-je. Qu'il soit prêt pour midi. Meredith, la voix de Preston s'adoucit. Il n'utilise presque jamais mon nom complet. Tu es sûr? Je regarde les moniteurs. Les preuves de leur mépris, affichées en transactions financières et en cruauté désinvolte. L'email où Sloane m'a qualifié de distributeur automatique qu'ils n'ont pas encore activé. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Nous terminons l'appel. La suite redevient silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de l'électronique et de ma propre respiration. Kaelen frappe une fois, entre sans attendre la permission. Il porte un dossier noir, le genre que les avocats utilisent pour les documents qui comptent. L'acte, je demande. Rédigé, révisé, notarié, et prêt à être signé. Il le pose sur le bureau. Il ne vous mérite pas, patronne.
Je lève les yeux vers lui. Kaelen ne fait jamais de commentaires, n'offre jamais d'opinion. Il assure la sécurité, maintient le silence, exécute les ordres sans poser de questions. Non, dis-je, il ne me mérite pas. Il hoche la tête une fois, se retourne pour partir. Kaelen ? Il s'arrête. Merci. Je ne fais que mon travail, patronne. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Son travail est de protéger mon corps. Ce qu'il protège en réalité, c'est tout autre chose. Après son départ, j'ouvre le dossier noir. L'acte de cession rapide est sur le dessus, officiel et anodin. En dessous, enfoui dans un langage juridique dense, exactement là où je l'ai spécifié, la clause de renonciation attend, comme une mine terrestre. Ils pensent que je suis trop stupide pour lire les petits caractères. Ils sont sur le point d'apprendre à quel point ils ont tort. La notification Instagram frappe mon téléphone à 8h04. Je suis assise dans ma voiture devant un café, à 3 rues de mon appartement, le moteur tournant au ralenti, regardant la vapeur s'élever d'un gobelet en carton que je n'ai pas touché. L'écran s'illumine avec la publication de Sloan. C'est une photo de moi à 19 ans. Cheveux sales attachés en une queue de cheval désordonnée, un sweat à capuche trop grand avalant ma silhouette, penché sur un ordinateur portable dans un coin de la bibliothèque du campus. Des cernes sombres sous mes yeux, comme des ecchymoses. Je me souviens de cette nuit. 72 heures d'un marathon de codage, vivant de café de distributeur et de ce genre de concentration obsessionnelle qui vous fait oublier que les repas existent. La légende dit, TBT aux années perdues de ma petite sœur à bricoler avec du code. Certains d'entre nous ont grandi. Amour familial priorité. 847 j'aime déjà. Je fais défiler les commentaires, chacun comme un petit couteau qui glisse entre les côtes. Quand est-ce qu'elle aura un vrai travail ? Quelle déception pour la famille. Richard et Sloan ont si bien réussi. Qu'est-il arrivé à celle-ci ? Ma tante Margaret, toujours prompte à feindre l'inquiétude, je prie pour qu'elle trouve sa voie. Mon cousin David, qui m'a emprunté $5000 il y a 2 ans et ne les a jamais remboursés, peut-être qu'il est temps de faire une intervention ? 200 commentaires, tous voyant exactement ce que Sloan voulait qu'ils voient. L'échec, la honte, le fardeau familial qui n'a jamais grandi. Je pose le téléphone, face vers le bas, sur le siège passager. Mon café a refroidi. Il me prépare. S'assure que je serai blessé et désespéré quand j'entrerai dans cette bibliothèque à 15h. S'assure que je serai reconnaissante pour les miettes qu'ils m'offriront, même si ces miettes sont la maison de ma propre grand-mère. La cruauté est précise, chirurgicale. Sloan a probablement appris ça en faculté de médecine. Comment couper juste assez profondément pour causer une douleur maximale, sans tout à fait tuer le patient. Je conduis seul jusqu'au cottage Rosewood. Le portail n'est pas verrouillé. Il ne l'est jamais. Ma grand-mère n'a jamais cru qu'il fallait tenir les gens à l'écart, ce qui est probablement la raison pour laquelle elle m'a laissé la maison à moi, plutôt qu'à mon père, qui aurait installé des systèmes de sécurité, des caméras et des détecteurs de mouvement qui rendraient Fort Knox jaloux. L'allée de gravier crisse sous mes pneus. Je me gare au même endroit que d'habitude, sous le chêne que ma grand-mère a planté quand elle avait 23 ans et venait de se marier, à l'époque où le monde était plus petit et où les promesses signifiaient encore quelque chose. La maison a l'air fatiguée. La peinture blanche s'écaille près du toit, les volets ont besoin d'être remplacés. Les marches du perron s'affaissent légèrement au milieu, usées par des décennies de pas, mais la structure est bonne, solide. Le genre de construction qu'on ne fait plus, quand les gens construisaient pour durer, au lieu de construire pour vendre. J'entre avec la clé que je porte depuis 8 ans. Celle que ma grand-mère a pressée dans ma paume l'été avant de mourir, refermant mes doigts sur les dents de laiton comme si elle me transmettait quelque chose de plus précieux que du métal. C'est à toi, Marie. Pas à ton père, pas à Sloan, à toi. Ne l'oublie pas. Je n'avais pas compris à l'époque. Je pensais qu'elle parlait de la clé. Maintenant, je sais qu'elle parlait du sentiment d'appartenance. À l'intérieur, l'air sent la poussière, le vieux bois et le fantôme de son parfum de lavande. Je passe la main sur la rampe, sentant le grain sous ma paume. Lisse à certains endroits, rugueux à d'autres. Une usure honnête, due à un usage honnête. Sa tapisserie est toujours accrochée dans le couloir. Une citation de Virginia Woolf. Une femme doit avoir de l'argent et une chambre à soi.
Elle l'a brodée à 67 ans, après la mort de mon grand-père qui l'a laissée financièrement indépendante pour la première fois de sa vie. Elle l'a accrochée dans l'entrée, comme une déclaration de guerre à quiconque pensait que les veuves devaient être reconnaissantes et silencieuses. Je parcours lentement les pièces. La cuisine avec ses carreaux jaunes et l'éclat sur le comptoir où j'ai fait tomber une poêle en fonte quand j'avais 12 ans. Le salon avec la cheminée qui fonctionne vraiment, contrairement aux bûches à gaz décoratives du domaine de mon père. Le fauteuil de lecture près de la fenêtre, au cuir craquelé, qui s'est moulé à son corps au fil de 40 ans de livres et de lumière d'après-midi. Je m'assois dans ce fauteuil maintenant. Les albums photos sont toujours sur la table d'appoint. Je ne les ouvre pas. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Ma grand-mère et moi. Des centaines de photos couvrant 18 ans. Elle m'apprenant à jardiner, à cuisiner, à coder sur ce vieil ordinateur de bureau qu'elle avait acheté dans un vide-grenier, parce qu'elle croyait que la technologie était le pouvoir, et que les filles avaient besoin de pouvoir. Pas une seule photo n'inclut mon père ou Sloane, sauf s'il s'agit d'un portrait de famille formel où tout le monde sourit et ment. Elle savait. Même à l'époque, elle savait. J'ai toujours été celle qui donne. Celle qui arrivait avec les courses quand elle avait la grippe, qui réparait son ordinateur quand il plantait, qui s'asseyait avec elle durant son dernier mois, quand l'infirmière des soins palliatifs a dit qu'il ne lui restait que quelques jours et que tout le monde avait mieux à faire. Sloane est venue 2 fois. Mon père n'est pas venu du tout. Et quand elle est morte, ils ont pleuré à l'enterrement. Un chagrin bruyant, théâtral, qui a poussé les autres personnes en deuil à leur tapoter l'épaule et à murmurer des condoléances. Ils portaient du noir, tamponnaient des yeux secs et acceptaient la sympathie comme s'ils avaient perdu quelque chose d'irremplaçable. Puis, ils ont essayé de vendre sa maison 3 mois plus tard. Je sors mon téléphone. La publication de Sloane a dépassé les 1000 j'aime maintenant. Les commentaires se sont multipliés. Mon téléphone vibre de SMS de parents éloignés dont je n'ai pas entendu parler depuis des années, tous inquiets, tous mettant mon père en copie comme si j'étais un problème à gérer. La cruauté a été conçue, calculée. Ils me veulent désespérée et honteuse quand je signerai ces papiers à 15 heures. Ils veulent que je sois si reconnaissante de leur attention que je ne poserai pas de questions. La voix de ma grand-mère résonne dans ma tête, aussi claire que si elle était assise en face de moi. La maison, c'est du bois et de la pierre, Marie. Ta dignité, voilà ce qui compte. J'entends du gravier crisser dehors. Des pas sur le porche. La porte s'ouvre sans qu'on frappe. Kaelen emplit l'encadrement, un dossier noir à la main. Il porte son uniforme standard. Costume sombre, pas de cravate, une expression qui ne trahit rien. Mais ses yeux sont différents aujourd'hui. Plus doux. Presque désolé. Les documents finaux, patronne. Il pose le dossier sur la table d'appoint. Tout est prêt. Je ne l'ouvre pas. Je sais ce qu'il y a dedans. L'acte de cession rapide. La renonciation. Le piège qui ressemble à une reddition. Il ne part pas. Il reste là, les mains jointes derrière le dos, regardant la tapisserie sur le mur. Il ne vous mérite pas. Sa voix est rauque, peu habituée à l'émotion. Votre grand-mère serait fière de ce que vous avez construit. Quelque chose dans ma poitrine se desserre. Pas beaucoup. Juste assez pour respirer. Merci. Il hoche la tête une fois et s'en va. La porte se referme derrière lui. Mon téléphone vibre. Le nom de Preston s'affiche à l'écran. L'IPO ouvre à 84 $ par action. Tu es sur le point de devenir milliardaire. Prête? Je tape ma réponse avec des doigts stables. Plus prête qu'ils ne le sauront jamais. 14 heures arrivent plus vite que prévu. Je suis dans la salle de bain de mon appartement, fixant le costume noir accroché au dos de la porte. Un Tom Ford, taillé pour s'ajuster comme une armure. Je l'ai acheté il y a 6 mois pour des réunions de conseil avec des investisseurs qui devaient croire qu'une femme de 26 ans pouvait diriger une entreprise valant des milliards. Aujourd'hui, je le porte pour une fête de famille. Je m'habille lentement, chaque pièce est délibérée. Le costume, le chemisier en soie blanche en dessous, la montre Patek Philippe qui a coûté plus cher que la voiture de mon père. Mon reflet me dévisage. Étrangère et familière. La femme que ma grand-mère a toujours su que je deviendrais. 14h47. 1 heure avant la clôture du marché. Je monte dans la voiture de fonction.
Caleb conduit sans demander où nous allons. Il sait. J'envoie un SMS à Preston. L'appât est prêt. Laissons-les le prendre. Sa réponse est immédiate. Ils ne sauront pas ce qui leur est arrivé. La voiture s'éloigne de mon immeuble. Je ne regarde pas en arrière, je n'en ai pas besoin. Cette vie se termine aujourd'hui. Je ne vais pas à une fête, je vais à une négociation. Et ils voulaient me voir signer pour renoncer à ma vie. Ils vont voir leurs vœux exaucés, mais pas de la manière qu'ils attendent. La bibliothèque sent le cuir et les mensonges, le vieil argent et les secrets encore plus anciens. J'adorais cette pièce quand j'étais enfant, à l'époque où je pensais que les bibliothèques du sol au plafond signifiaient que mon père valorisait la connaissance. Maintenant, je sais qu'elles ne sont qu'un papier peint coûteux. La moitié de ces livres n'ont jamais été ouverts. Richard est assis derrière le bureau en acajou, comme un roi accordant une audience. Son avocat personnel se tient à ses côtés, un costume gris au visage oubliable et au tarif horaire très mémorable. Bryce est adossé à la bibliothèque à ma gauche, les bras croisés, ce petit sourire suffisant jouant au coin de sa bouche. Le sourire qui dit qu'il compte déjà sa commission. Il est 15 heures. 1 heure avant la clôture du marché. La porte s'ouvre derrière moi. Le parfum de Sloane arrive 5 secondes avant elle, quelque chose de français, de floral et de suffocant. Elle passe devant moi sans un regard, prenant sa place à la droite de Richard, comme elle le fait depuis notre enfance, la fille préférée. Celle qui est devenue chirurgienne, qui a fait un bon mariage, qui poste des photos parfaitement filtrées de sa vie parfaitement organisée. Merci d'être venu, Meredith. La voix de Richard a ce ton particulier. Celui qui semble chaleureux mais ne l'est pas, celui qu'il utilise avec ses clients juste avant de leur expliquer pourquoi leur cas est sans espoir. Je sais que c'est à la dernière minute. Tu as dit que c'était important. Je garde ma voix douce, incertaine. Comme je parlais à 19 ans, quand je voulais désespérément qu'il me remarque, qu'il me voie, qu'il accorde de la valeur à tout ce que je faisais. Ça l'est. Il désigne la chaise en face de lui. S'il te plaît. Assieds-toi. Je joue le jeu. Je m'assois, croise les mains sur mes genoux, laisse mes épaules se courber légèrement vers l'intérieur, le langage corporel de quelqu'un qui n'a jamais appris à prendre sa place. L'avocat fait glisser un document sur le bureau. Du papier épais, au moins 20 pages. Le titre est imprimé en gras, Cession des fonds en fiducie et transfert des propriétés. Mon cœur ne s'emballe pas, mes mains ne transpirent pas, mais je m'assure qu'il le croit. Nous discutions de ton avenir, commence Richard. Il a l'air vraiment paternel, concerné. Comme s'il était sur le point de me faire une faveur, au lieu de me voler jusqu'au dernier sou. Tu as 26 ans, tu essaies toujours de trouver ta voie. C'est admirable, ma chérie, mais il est temps que nous t'aidions à démarrer. Démarrer quoi? Je laisse ma voix se briser un peu, juste assez. Ta vie. Le ton de Sloane pourrait couper du verre. Nous débloquons 50 000 $ du fonds familial, un capital de départ pour ton petit passe-temps informatique. Petit passe-temps informatique. Les mots pèsent comme des pierres dans ma poitrine. Ater System emploie 217 personnes. Nous fournissons une infrastructure de cybersécurité à 70% des entreprises du Fortune 500. Nos revenus trimestriels dépassent ce que leur cabinet d'avocats gagne en 2 ans. Mais je ne dis rien de tout cela. À la place, je saisis le document avec des doigts tremblants. Un vrai tremblement cette fois, non pas de peur, mais de l'effort pur de ne pas leur rire au nez. Je parcours la première page. Langage standard de cession de fiducie. La page 2 détaille le paiement de 50 000 $, le faisant paraître généreux, nécessaire, attendu. À la page 3, on entre dans les clauses de transfert de propriété. À la page 7, paragraphe 3, ils prennent tout. Le cottage Rosewood, la maison de ma grand-mère, le seul endroit où je me sois jamais senti en sécurité. Ils transfèrent l'acte de propriété pour couvrir des obligations familiales en suspens. 20 millions de $ de dettes de jeu, déguisées en frais juridiques pour de mauvaises affaires que Richard a prises parce qu'il se croyait plus malin que tout le monde dans la salle d'audience. Il ne l'était pas. Le cottage est estimé à 850 000 $. Ils échangent mon héritage contre 4% de ce qu'ils doivent, et ils pensent que je ne le remarquerai pas parce que je suis trop stupide pour lire au-delà de la partie sur l'argent. C'est très généreux.
L'avocat parle pour la première fois. Sa voix a la neutralité exercée de quelqu'un qui a été témoin de beaucoup de choses terribles et qui a encaissé beaucoup de chèques malgré tout. Compte tenu de votre situation, mademoiselle Scott, je dirais que votre famille est extraordinairement arrangeante. Ma situation, comme si j'étais le problème. Comme si c'était moi qui avais joué et perdu des millions, et entraîné tout le monde dans ma chute. Je ne comprends pas. Je lève les yeux vers Richard, laissant mes yeux s'embuer. Pas en pleurant, juste au bord des larmes. Pourquoi le cottage? C'est la maison de grand-mère. C'était sa maison. Sloane s'ennuie déjà de cette conversation. Son téléphone est posé sur le bureau devant elle, Instagram ouvert. Prête à documenter ma crise de nerfs pour ses 15 000 abonnés. Elle est morte depuis 3 ans, Marie. Tu ne peux même pas payer les impôts fonciers. Mais je pourrais trouver une solution. Ma voix monte, désespérée. S'il te plaît, papa. C'est tout ce que j'ai. Tu auras 50 000 $. Richard regarde sa Rolex. 15h17. Il commence à s'impatienter. C'est plus que ce que la plupart des gens de ton âge ont réussi à économiser. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante. Le mot a le goût du poison. On ne peut pas trouver un autre moyen. Je supplie maintenant. La performance est totale. Je pourrais trouver un travail, un vrai travail. Je pourrais aider à rembourser les dettes moi-même. Bryce se met à rire. En faisant quoi, Meredith? Tu codes dans ton appartement depuis 6 ans. Pas de publication, pas de portfolio que quiconque ait vu, pas de réseau professionnel. Le marché est brutal en ce moment. Tu aurais de la chance de décrocher un poste de débutante. C'est mieux comme ça. Sloane ne lève même pas les yeux de son téléphone. Tu ne peux pas te permettre l'entretien de toute façon. Pas de revenus réels, et honnêtement, vivre dans le passé n'est pas sain. Tu dois aller de l'avant. J'ai trouvé un acheteur qui la préservera, ajoute Bryce. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un en veuille, dans ce marché. L'avocat tapote la ligne de signature à la page 19. Mademoiselle Scott, j'ai un autre rendez-vous à 16h. Si nous pouvions finaliser cela maintenant. Richard se penche en avant, son expression change, plus paternelle du tout. Juste froide. Signe, ou tu n'auras rien. On a fini de te materner, Meredith. Il est temps que tu apprennes comment fonctionne le monde réel. L'horloge sur le mur indique 15h42, 18 minutes avant la clôture du marché. Signe le document. Richard articule chaque mot. Je tends la main vers le stylo, laissant ma main trembler visiblement. Mais avant que la pointe ne touche le papier, je m'arrête. Je veux une copie, je murmure, pour mes dossiers. Grand-mère disait toujours de garder des archives. Richard lève les yeux au ciel. Pour l'amour de Dieu. C'est la procédure standard, monsieur Scott, murmure l'avocat, sortant un double de sa mallette. En fait, c'est mieux pour l'exécution si nous avons des originaux en double, chaque partie détenant une copie signée. Il fait glisser le second jeu de documents sur l'acajou. Je signe le premier, puis le second. Mon écriture a l'air brisée, incertaine sur les deux. Richard signe. L'avocat notariait les deux piles avec des coups de tampon lourds et efficaces. Content? Richard arrache sa copie avant que l'encre ne sèche. Il ne lit pas au-delà de la page 2. Ne jette même jamais un œil à la page 7. Je tire ma copie vers moi, la pliant lentement, la serrant contre ma poitrine comme une couverture de sécurité. Merci, papa. Excellent. Richard se lève. Je suis content que nous ayons pu résoudre cela efficacement. Les fonds seront transférés sur ton compte d'ici la fin de la semaine. Ils partent, tous. Sloane est déjà en train de taper quelque chose sur son téléphone, probablement une publication sur les membres de la famille difficile et l'amour vache. Bryce me lance un dernier regard de pitié avant de les suivre. L'avocat range sa mallette sans un mot. La porte se ferme. Silence. Je compte jusqu'à 10, puis 20, m'assurant absolument qu'ils sont partis. Les larmes disparaissent. Simplement partis, comme si on fermait un robinet. Je vérifie ma Patek Philippe. 15h47. 13 minutes avant la clôture. Échec et mat,
Je murmure à la pièce vide. Je me lève et lisse ma veste, vérifiant que l'original en double est en sécurité dans la poche intérieure. Le document inclut une renonciation complète à toutes les futures réclamations financières familiales, y compris, mais sans illimité, les attributions d'actions aux amis et à la famille, les droits de succession et les avantages sociaux. Ils viennent de renoncer à 504 millions de dollars pour 50 000 dollars et un cotage d'une valeur de 850 000 dollars. Je marche vers les portes-fenêtres qui s'ouvrent sur la terrasse. Dehors, la garden party commence déjà. Je peux entendre le quatuor à cordes. Je ne pars pas encore. 11 minutes avant qu'ils ne réalisent ce qu'ils ont fait. 11 minutes avant que tout ne change. Le champagne a le goût de la victoire. Du moins, c'est ce que pense Richard alors qu'il lève son verre au podium, scrutant les 200 invités dispersés sur la pelouse manucurée du domaine Scott. Quatuor à cordes, serveur en uniforme, arrangements floraux qui coûtent plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je me tiens à l'arrière, en costume noir, tranchante comme une lame, le regardant jouer la comédie. À l'héritage familial, annonce-t-il, sa voix portant à travers le jardin avec une autorité exercée. Aux entreprises qui définissent l'excellence dans notre communauté. Prenez Ater System, par exemple, une remarquable firme de cybersécurité. Leur introduction en bourse aujourd'hui représente tout ce à quoi l'entreprise américaine devrait aspirer. Innovation, discipline, vision. Sloan se tient à ses côtés, le téléphone levé, en direct sur Instagram. 15 000 spectateurs regardent son père pontifier sur le succès pendant qu'elle cherche le cliché parfait. Son sourire est lumineux. Elle pense qu'elle a gagné. Contrairement à certains passe-temps, poursuit Richard, et je sens le changement venir avant qu'il ne le fasse, tout le monde ne comprend pas la différence entre les affaires sérieuses et le fait de jouer avec des ordinateurs dans une cave, mais ce n'est pas grave. Le monde a besoin de tous les types. Des rires polis ondulent dans la foule. Plusieurs invités se tournent dans ma direction. Je ne bronche pas. 16 heures, exactement. La cloche de clôture retentit quelque part à Manhattan, et l'univers bascule sur son axe. Les terminaux Bloomberg de toute la fête s'emballent simultanément. Des carillons électroniques aigus, les téléphones des invités qui vibrent dans les poches, les pochettes, les doublures de veste. Le quatuor à cordes hésite au milieu d'une phrase, les musiciens consultant leurs appareils. Mais qu'est-ce que c'est que ça, marmonne quelqu'un près du bar. Les murmures commencent bas, montant comme une vague qui prend de la force. AET en hausse de 4 cents pour cent. L'IPO d'Ater System a clôturé à 336 $ par action? C'est impossible. L'ouverture était à 84 $. Richard continue de parler, inconscient, toujours au milieu d'une phrase sur les valeurs familiales et le sens des affaires, jouant toujours pour un public qui n'écoute plus. Preston Vance s'avance hors de la foule. Costume gris sur mesure, le document de dépôt S1 de la SEC imprimé et relié dans ses mains comme une écriture sainte. Il se déplace avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a conclu des affaires d'1 milliard de dollars avant le petit déjeuner. Mesdames et messieurs, sa voix coupe le discours de Richard sans hausser le ton. Je m'excuse pour l'interruption, mais je crois qu'une clarification est nécessaire. Richard s'arrête, confus, agacé. Preston, ce n'est pas le moment. J'aimerais présenter la fondatrice et PDG d'Ater System. Preston se tourne, me tend la main. Monsieur Gill Scott, qui opérait sous ses initiales pour préserver sa vie privée. Un silence s'abat sur le jardin comme une force physique. 200 visages se tournent vers moi, bouche bée, yeux écarquillés, le genre de reconnaissance stupéfaite qui se produit lorsque la réalité se réécrit en temps réel. Le visage de Richard se vide de sa couleur. Toute cette confiance alimentée au scotch coûteux s'évapore, tandis que son cerveau rattrape ce que ses oreilles viennent d'entendre. Monsieur J, murmure quelqu'un. Meredith Jane. Je ne bouge pas, ne parle pas, je les laisse encaisser. Le téléphone de Sloan tombe de quelques centimètres avant qu'elle ne le rattrape. Le direct vacille, capture parfaitement son expression. L'horreur mathématique commence sa lente progression sur ses traits. Richard se remet le premier. Bien sûr. Des décennies de performance au tribunal lui ont appris à pivoter lorsque l'affaire se retourne contre lui. Ma fille? Il se précipite vers moi, les bras grands ouverts pour une étreinte. J'ai toujours cru en sa vision. J'ai toujours su. Je recule, d'un mouvement net.
Ses bras se referment sur du vide. Il se fige, recalcule, pivote à nouveau. Se tourne vers Preston. Les attributions d'actions de l'hypo pour les amis et la famille, nous devrions en discuter. Je suis sûr que Meredith a réservé des actions pour sa famille. N'est-ce pas, ma chérie? Les doigts de Sloane volent sur l'écran de son téléphone. Je peux voir le calcul se faire en temps réel. 336 $ par action, multiplié par le nombre d'actions qu'elle pense mériter. Ses yeux se voilent de ce genre de cupidité qui rend les gens stupides. Bryce Sterling se tient près de la fontaine, figé, son cerveau de banquier d'affaires faisant un calcul différent. Sa commission sur la vente du cottage, une bouchée de pain, rien. Moins que rien comparé à ce qu'il vient de réaliser qu'il a perdu. Je plonge la main dans ma veste, sors le document que j'ai plié et rangé dans la bibliothèque il y a 13 minutes. L'original en double. À propos de ses attributions, père. Ma voix porte, calme, claire, la voix que j'utilise en conseil d'administration quand je suis sur le point de licencier quelqu'un qui se croyait indispensable. Le jardin redevient silencieux. Même le quatuor à cordes arrête de faire semblant de jouer. Il y a une clause dans le document que vous avez signé, page 7, paragraphe 3. Voulez-vous que je la lise, ou préférez-vous la lire vous-même? Le visage de Richard passe de la confusion à l'inquiétude, puis à une compréhension naissante. Quel document? Celui dont vous avez été témoin à 15h47, la cession de fonds en fiducie et le transfert de propriété, celui que vous étiez si pressé de me faire signer que vous n'avez pas lu au-delà de la page 2. Je déplie le papier, le tiens en l'air pour que les invités les plus proches puissent voir le sceau du notaire, les signatures des témoins, le propre tampon de l'avocat de Richard en bas. Renonciation complète à toutes les futures réclamations financières familiales, je lis à voix haute, chaque mot atterrissant comme un coup de marteau, y compris, mais sans illimité, les attributions d'actions aux amis et à la famille, les droits de succession et les avantages sociaux. Le téléphone de Sloane s'écrase sur le dallage, ne se brise pas, reste juste là, le direct toujours en cours, capturant son visage alors que la compréhension la détruit de l'intérieur. Preston s'avance à nouveau, l'homme des chiffres, toujours prêt avec les données. L'attribution aux amis et à la famille était de 1,5 million d'actions. Au prix de clôture de 336 $ par action, cela fait 504. Quelqu'un halète. Plusieurs personnes. Le calcul est trop grand, trop dévastateur, trop parfaitement brutal pour être encaissé en silence. Vous les avez forcés à y renoncer, poursuit Preston en regardant Richard. Pour 50 000 $ et un cottage estimé à 850 000 $. La bouche de Richard s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Aucun son n'en sort. Son cerveau d'avocat essayant désespérément de trouver la faille, l'échappatoire, l'appelle. Il n'y en a pas. Il a lui-même été témoin de la signature. Leur cupidité, dis-je doucement, leur a coûté 500 millions de $. Sloane émet un son, pas tout à fait un sanglot, pas tout à fait un cri, quelque chose entre les deux qui appartient à quelqu'un qui regarde son avenir tout entier s'effondrer en temps réel. Je me tourne vers Richard. M'assure que chaque témoin entend ce qui suit. Ater System augmente également les primes de cybersécurité de Scott & Partners de 20%, avec effet immédiat. Considérez cela comme une évaluation des risques professionnels, basée sur le statut de client à haut risque. 140 témoins, y compris ses associés, y compris les juges avec qui il joue au golf, y compris tous ceux qui comptent dans son monde professionnel. Le direct Instagram de Sloane a tout capturé. 15 000 spectateurs ont vu son visage enregistrer l'horreur mathématique, ont vu son père essayer de s'attribuer le mérite d'un succès qu'il avait tourné en dérision. Ont vu la famille qui m'a traité de stupide perdre 500 millions de $ parce qu'il ne savait pas lire cette page de documents juridiques. La réputation de Bryce en banque d'investissement vient de mourir. La simple association le tuera dans ce secteur. Personne ne fait confiance à un banquier qui ne peut pas repérer un piège aussi évident. Je replie le document, le glisse dans ma veste, me dirige vers la sortie. Profitez de la fête, dis-je par-dessus mon épaule. C'est la dernière chose que je paie. Kaelen attend près de la voiture, ouvre la portière sans un mot. Je me glisse sur le siège en cuir. La portière se ferme avec un son de coffre-fort qui se scelle. Derrière moi, le jardin éclate en chuchotement. Les téléphones sont sortis. Les messages fusent, l'histoire se propageant comme une traînée de poudre à travers des réseaux qui la porteront aux quatre coins de leur vie professionnelle.
La voiture s'éloigne du domaine, loin des gens à l'intérieur qui pensaient que j'étais trop stupide pour lire les petits caractères. Ils avaient tort. Et maintenant, tout le monde sait exactement à quel point ils avaient tort. 3 jours plus tard, le Wall Street Journal est plié sur le siège en cuir à côté de moi. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir à nouveau. Le titre est gravé dans ma vision. La mystérieuse PDG Monsieur Gilles Scott révélait être une prodige de la tech de 26 ans. Forbes a estimé ma valeur nette à 2,8 milliards de dollars. Ils sont conservateurs. Mon téléphone n'a pas cessé de vibrer depuis l'aube. Demande d'interview de Bloomberg, CNBC, TechCrunch. Offre d'acquisition qui commence à 9 chiffres. Réunion d'investisseurs qui aurait fait pleurer mon père, s'il avait compris ce qu'elle signifiait. Il ne comprend pas. Il ne comprendra jamais. Le SUV glisse dans le trafic matinal à 8 heures, KLN silencieux au volant. Ma première réunion du conseil d'administration en tant que PDG publiquement connu commence dans 90 minutes. 3 cibles d'acquisition à l'ordre du jour. Des plans d'expansion qui doubleront notre empreinte en cybersécurité d'ici 18 mois. Mais d'abord, il y a d'autres affaires à régler. Mon téléphone vibre. Notification par email de Willow Holdings LLC, la société écran que j'ai créée il y a 6 mois, lorsque j'ai soupçonné pour la première fois que ma famille pourrait tenter quelque chose de désespéré. Objet, transfert de propriété terminé. Le cottage Rosewood est à moi. La banque a été heureuse de vendre le billet hypothécaire détenant le cottage en garantie, une transaction propre, du cash contre de la dette. Puisque la propriété de Richard était conditionnée au contrat qu'il a violé, je suis maintenant la créancière qui détient les clés. J'ouvre le rapport d'inspection de la propriété en pièces jointes. Richard et Sloan utilisaient la maison de ma grand-mère comme entrepôt, pour des « antiquités de valeur », ont-ils affirmé lorsqu'ils y ont emménagé leurs affaires au printemps dernier. Les photos de l'inspecteur racontent une histoire différente. Meubles de reproduction provenant d'entrepôts discount, bijoux de pacotille dans de fausses boîtes Tiffany, une collection de peintures qui pourrait tromper quelqu'un qui fait ses achats dans des ventes de liquidation d'hôtels. Il prévoyait de faire évaluer tout cela frauduleusement. Fraude à l'assurance, très probablement. Un autre plan, un autre raccourci, un autre crime. Il pensait que j'étais trop stupide pour le remarquer. Je joins l'avis d'expulsion numérique à mon email de réponse. 30 jours pour retirer leurs affaires. Langage juridique standard, professionnel, froid. Envoyé. L'avocat de mon père appelle 6 minutes plus tard. Je laisse l'appel aller sur la messagerie vocale. J'écoute en regardant la ville défiler par ma fenêtre. Menace de poursuite. Accusation de maltraitance de personnes âgées, de vol, de manipulation d'un vieil homme confus qui voulait seulement aider sa fille. Je sauvegarde le message vocal. Des preuves. Toujours des preuves. Relisez l'acte de cession rapide, je réponds par SMS. Vous avez été témoin de la signature. Tout est légal. Tout est documenté. Cette conversation est terminée. Bloquez le numéro. Le message vocal de Sloan arrive ensuite. Je joue les 3 premières secondes. Rage, larmes, quelque chose sur la trahison et la famille, et comment j'ai pu leur faire ça après tout ce qu'ils ont fait pour moi. Supprimer. Pas besoin d'entendre le reste. Bryce envoie un SMS, on peut parler? Bloqué, supprimé, disparu. La conversation de groupe de la famille est en haut de mes messages. 17 textes non lus depuis la nuit dernière. Richard essayant d'expliquer, de justifier, de manipuler. Sloan exigeant que je règle ça, que je m'excuse, que je me souvienne qui m'a élevé. Des cousins et tantes éloignés intervenant avec leurs opinions sur mes responsabilités, mon égoïsme et ma nature ingrate. Je supprime toute la conversation sans lire au-delà des aperçus. Puis, je change de numéro de téléphone. Le processus prend 4 minutes. Preston obtient le nouveau. KLN l'a déjà. Mon équipe de direction le recevra ce matin, avec des instructions strictes sur les protocoles de confidentialité. Tous les autres pourront trouver comment me contacter par les canaux officiels, s'ils méritent mon temps. L'ordre du jour de la réunion du conseil s'affiche sur l'écran de ma tablette. Expansion sur 3 nouveaux marchés. Cibles d'acquisition qui consolideront notre position de fournisseur dominant de cybersécurité pour les institutions financières.
projections de revenus qui ont obligé notre directeur financier à vérifier ses calculs. Je suis prête. Plus que prête. Le SUV s'arrête devant le siège d'Ater System à 8h47. Verre et acier moderne, 5 étages. Notre nom en lettres de métal brossées qui captent le soleil du matin. Je les ai fait installer la semaine dernière, alors que l'introduction en bourse était encore en attente. Fini de se cacher. À travers les parois de verre, je peux voir le hall d'entrée. 200 employés rassemblés, qui attendent. Quelqu'un a dû envoyer un message pour dire que j'arrivais. KLN m'ouvre la portière. L'air frais du matin porte l'odeur du succès, du café et de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'appartient entièrement. Il commence à applaudir avant même que je n'ai franchi l'entrée. Une ovation debout qui résonne sur les sols en marbre ailé au plafond. Mes gens, mon équipe, la famille que j'ai choisie à la place de celle dans laquelle je suis né. Preston apparaît à mon coude, impeccable dans son costume, les yeux brillants de quelque chose qui pourrait être de la fierté. Prête, monsieur J? Je regarde les visages qui m'observent. De jeunes ingénieurs qui ont parié leur carrière sur ma vision. Des cadres qui ont quitté des postes prestigieux pour construire quelque chose de réel. Des spécialistes de la sécurité qui comprennent que la protection signifie plus que du simple code. J'ai été prête toute ma vie, je lui dis. Il ne pouvait simplement pas le voir. Nous traversons les applaudissements, le hall, vers les ascenseurs de la direction qui me mèneront à la salle du conseil où est ma place. Le passé reste derrière moi, là où il doit être. L'avenir m'appartient.